Bonsoir à tous, il est 19 h sur les antennes de 2EFTV et bien sûr c'est notre rendez-vous d'information. On y va pour les titres. Remise de diplôme à une trentaine d'étudiants de l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme ce samedi 14 septembre dernier à Abidjan. Ce sont des diplômes de licence et de master qui ont été délivrés en présence de plusieurs autorités du monde architectural. La réunion annuelle de la Direction régionale de l'éducation nationale pour la zone Abidjan en Côte d'Ivoire se déroulait ce samedi 18 septembre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Les acteurs du système éducatif ont mis l'accent sur la nécessité de la revalorisation de la condition de l'enseignant pour une approche qualitative de l'éducation. Et nous ferons un focus sur la commercialisation du riz local à Abidjan. Pour les commerçants de ce produit, c'est le combat au quotidien pour imposer une variété pas très consommée par les Ivoiriens. À la une de l'actualité, cette cérémonie de diplôme aux étudiants de l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme, l'EAMO, qui s'est déroulée le samedi 14 septembre dernier à Abidjan. 30 étudiants parmi les plus méritants ont reçu leur parchemin en licence et master. L'EAMO est une institution inter-État d'enseignement supérieur et de recherche fondée sur une résolution du sommet des chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache. En 1975, à la suite d'une étude de l'UNESCO sur la nécessité de la mise en place d'un cadre de formation en architecture et en urbanisme au bénéfice des États africains. Retour sur la réunion annuelle de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée le 18 septembre dernier au lycée Sainte-Marie de Cocody. Entre autres informations livrées aux acteurs du secteur éducatif de la région, l'interdiction de vente des fascicules décidée par le ministère de tutelle. Le point dans ce reportage. Désormais, il ne sera plus autorisé de commercialiser des fascicules dans les établissements scolaires du cycle secondaire en Côte d'Ivoire. Suite à la rencontre annuelle de la rentrée scolaire animée le 11 septembre dernier par la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Camara, dans la localité de Grand-Bassam, plusieurs mesures ont été arrêtées dans le sens de la réforme du système éducatif ivoirien. Entre autres, l'interdiction de la vente de fascicules dans les établissements du secondaire, une information cruciale que les responsables en charge de l'éducation dans la direction régionale d'Abidjan 1 ont portée à la connaissance des enseignants ce mercredi 18 septembre lors de la réunion annuelle de la DREN d'Abidjan 1 qui s'est déroulée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Dans le discours de Madame le ministre, c'est l'interdiction de vente des fascicules aux élèves. Cette année, les équipes seront montées et seront dans vos établissements pour en vérifier l'application. Une innovation qui va sans doute créer une rupture dans les méthodes d'encadrement des élèves dont les conditions d'apprentissage ont généralement été renforcées ces dernières décennies par l'introduction de fascicules élaborés par les enseignants au regard des lacunes observées chez les apprenants. Et ce programme du ministère des enseignements secondaires du Niger pour améliorer la qualité d'enseignement dans le pays. L'initiative qui va donc permettre une évaluation nationale des performances réelles des enseignants est soutenue par le programme Apprendre par l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec France Éducation Internationale, CIEP. L'évaluation en elle-même est prévue pour le mois de janvier 2020. On aborde une transition avec cet extrait de l'émission Tribune RH présentée par Mariam Sidibé. Ses invités étaient sur son plateau pour parler de la motivation du personnel en entreprise. Regardez. Qu'entendez-vous par fonction RH? La fonction ressources humaines est déjà en premier une fonction de management, d'encadrement. Ensuite, c'est cette fonction-là qui permet de mettre en adéquation optimale les postes, donc l'organisation, et les hommes qui disposent des compétences spécifiques. Et ça en s'assurant du bien-être des hommes et de la rentabilité de l'organisation. Parce que toute organisation dispose de ressources humaines afin de la rendre rentable en premier. Voilà. Alors pourquoi faut-il un département spécifique en entreprise? Notons qu'il est question d'évolution. On va retenir 3 thèmes. Les secrétariats sociaux, ensuite les services du personnel, puis la direction ressources humaines.
En début, on parlait de secrétariats sociaux vu qu'ils n'avaient qu'une seule option, c'était chercher des hommes, les faire venir, qui étaient moins qualifiés. Et ensuite, on est passé au service du personnel dès les années 1912. Et ça a été la première fois qu'on utilisait un terme valorisant pour l'homme en entreprise. Là, nous sommes passés aujourd'hui à la direction des ressources humaines qui, elle, recherche des compétences spécifiques, les mutualise, accompagne ces personnes-là dans leur développement et les met à disposition des organisations afin de faire le travail pour lequel elles sont appelées. Aussi, il a parlé de capital humain. Donc, de célèbres gestionnaires tels que Jean-Marie Peretti et Guy Le Boteff nous ont permis d'aller de ressources humaines aujourd'hui à capital humain. Donc, reconnaître à l'homme sa valeur, c'est-à-dire être le premier artisan du bon fonctionnement de l'organisation. Quel rôle spécifique joue le département des RH dans le fonctionnement d'une entreprise, M. Donald? Pour moi, le département des RH joue un rôle très prépondérant dans une organisation. À ce que c'est ce département-là qui a pour but de recueillir, a pour but de détecter les talents. On va prendre par exemple le cas de certaines organisations, telles que je vais prendre par exemple l'ACIE. L'ACIE, ils ont ce qu'ils appellent une direction du développement RH, qui est aussi une des branches de la direction des ressources humaines. Cette direction-là a pour but de gérer la gestion des carrières, les évaluations annuelles, la mobilité du personnel, la formation. Donc, c'est cette direction-là qui sait, par exemple, quel est le type de besoin dont une direction a besoin. L'Éthiopie figure en tête du classement des pays ayant reçu le plus d'investissements directs étrangers en 2018 dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est ce qui ressort du rapport du cabinet EY qui révèle que les investissements dans la deuxième économie de la région s'évaluent à 7 milliards de dollars. Une performance à mettre au compte des réformes économiques instituées par le gouvernement. L'Éthiopie a dévancé tous les autres pays d'Afrique de l'Est l'an dernier en tant que principal bénéficiaire des investissements étrangers directs selon un nouveau rapport rédigé par le cabinet de conseil financier EY. L'enquête publiée en septembre montre que l'Éthiopie a reçu 7 milliards de dollars en investissements directs étrangers. Le Kenya, la plus grande économie de la région, ne vient qu'en deuxième position avec 2 milliards de dollars. Le rapport indique que ces investissements ont créé 16 000 emplois grâce à 29 projets en Éthiopie et 6 000 grâce à 64 projets au Kenya. La Tanzanie a attiré pour 1 milliard de dollars d'investissements étrangers directs, selon l'enquête, qui ne donne pas les chiffres de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, les autres fleurons économiques de la région. Les experts affirment qu'un environnement commercial efficace, une compagnie aérienne et la présence d'un énorme marché intérieur sont les meilleurs arguments de vente de l'Éthiopie. Les fabricants maintiennent également les tarifs d'électricité bon marché en Éthiopie et une main-d'œuvre relativement bonne. Sur l'ensemble de l'Afrique, l'Éthiopie est en tête du peloton, suivi du Nigeria avec respectivement 12 et 8 milliards de dollars d'investissements étrangers directs. Les chefs d'État du G5 Sahel étaient réunis ce vendredi 13 septembre à Ouagadougou dans le cadre du lancement du projet Diesel to Power soutenu par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires au développement. Cette initiative vise à construire des centrales solaires dans la zone sahélienne pour fournir de l'électricité à 60 millions de personnes. Les explications avec la télévision nationale du Burkina. Le vaste désert sahélien en une source d'énergie pour 60 millions de personnes, c'est le projet ambitieux des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Réunis à Ouagadougou dans le cadre de l'initiative Diesel to Power, tous ont convenu de la nécessité d'aller vite afin de créer des conditions optimales de vie pour les populations du Sahel. Il s'agit pour un certain nombre de pays, 11 pays en l'occurrence, de pouvoir produire près de 10 000 mégawatts d'électricité. Et la priorité a été donnée au G5 Sahel pour plus de 1000 mégawatts donc, qui seront fournis et qui vont éclairer près de 60 millions de personnes, comme vous l'avez entendu dans le communiqué. Je voudrais simplement dire que nous avons salué le fait que dans cet engagement des études qui coûtent à peu près 140 millions de dollars, la BAD a pris
une posture de leader. Justement, le partenaire leader de cette initiative met sur la table 20 millions de dollars, plus de 11 milliards de francs CFA. Le reste des financements est à rechercher auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et à ce niveau, la Banque africaine de développement rassure. Je pense que l'engagement pour le leader global, c'est vraiment très fort, toute cette initiative. Je peux vous dire que le président Kaboré a fait un engagement exceptionnel pendant l'intervention, pendant la G7. On était là-bas ensemble. Soit le chancelier Angela Merkel, soit le président Macron, soit le premier ministre indien qui a beaucoup donné son engagement pour cette initiative. Le premier ministre canadien Trudeau aussi, et aussi avait même le président El-Sisi de l'Égypte. Donc il y a un engagement très fort. On était vraiment beaucoup soutenus par le secrétaire général de les Nations Unies. Donc il n'y a pas aucun doute qu'on va mobiliser toutes les ressources nécessaires pour ça. Apporter le développement par la lumière, notamment par l'énergie solaire, c'est en cela que se résume ce projet. Les initiateurs rappellent que toutes les dispositions sont prises pour créer des emplois et permettre aussi des transferts de compétences. Et à ce titre, l'on pourrait voir émerger des entreprises de production de panneaux solaires de grande envergure dans les pays du G5. Abidjan abritera le 6 octobre prochain la 4e édition de la Journée nationale du partenariat public-privé. L'édition 2019 qui aura pour thème partenariat État-secteur privé pour une croissance inclusive et durable sera l'occasion pour les opérateurs économiques et les structures étatiques d'accorder leur violon en matière de collaboration pour la consolidation de la croissance de l'économie ivoirienne. Plus de précisions avec la télévision ivoirienne. 47 préoccupations relatives à la fiscalité et parafiscalité, aux facteurs liés à l'environnement des affaires, au financement et à la formation des acteurs du secteur de la construction et de l'urbanisme recensés et présentés avec des pistes de solutions au ministère de tutelle au cours de la 3e édition des rencontres sectorielles du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé. Nous pouvons dire à la population ivoirienne que vu la disponibilité que le ministère de la Construction nous a montré durant ces travaux, c'est qu'ils sont prêts à apporter des solutions aux préoccupations en ce qui concerne les questions foncières. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement ivoirien propose d'importantes réformes entreprises par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme ainsi que celui chargé de l'économie et des finances. Il importe de répondre efficacement à la problématique de la gestion de l'urbanisation en adéquation avec les grands projets structurants à même de soutenir l'activité économique. Nous avons entrepris des réformes concrètes à même de rassurer les Ivoiriens en sécurisant leurs biens, immeubles et en levant les contraintes majeures à l'investissement. Cette rencontre qui avait pour but de renforcer le dialogue public-privé autour de la politique de la construction et de l'urbanisme a vu la forte mobilisation des acteurs du secteur dans la construction et l'urbanisme, secteur clé du développement, passionne les Ivoiriens. Qu'est-ce que le taux d'intérêt? C'est justement la question posée au public abidjanais. Je vous laisse découvrir les réponses dans cet élément. On y va pour le micro-trottoir. Ce que je peux dire au niveau du taux d'intérêt, c'est que c'est généralement un pourcentage qu'on prélève sur un prêt ou disons un prêt en général. Le prêt peut être financier comme en nature ou physique. Donc c'est un intérêt en gros qu'on prélève sur un prêt, c'est ce que je peux dire. Un taux d'intérêt selon moi c'est la rémunération du capital prêté versé par l'emprunteur au prêteur ou créancier. Il s'exprime en pourcentage du capital prêté, du montant prêté. Pour moi, le taux d'intérêt, c'est par exemple quand tu dois à la banque, que tu veux rembourser la banque, il y a un surplus que tu dois ajouter à la banque. Donc tu payes, c'est ça qui signifie le taux d'intérêt pour moi. Je pense que lorsque vous empruntez de l'argent, ça a un coût. Ça a un coût, c'est-à-dire que l'argent, par exemple, que le banquier vous donne a un coût. Donc le taux d'intérêt, c'est le coût
l'argent emprunté de façon simple quoi, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien les choses. À présent, nous vous présentons cet élément de l'AFP pour mieux comprendre ce que c'est que le taux d'intérêt. On y va pour le doc. L'intérêt est le coût d'emprunt de l'argent ou la rémunération de l'épargne. On le mesure en pourcentage ou en taux. Le taux d'intérêt le plus important, celui qui affecte l'ensemble de l'économie, est fixé par la banque centrale d'un pays, c'est le taux de base. Les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales, qui, à leur tour, prêtent aux entreprises et aux particuliers. Elles facturent des intérêts sur ces prêts. L'objectif de ces prêts, encourager dépenses et investissements et assainir l'économie. Quand une banque centrale abaisse son taux directeur, l'épargne devient moins attrayante. Cela incite les entreprises à emprunter de l'argent pour investir dans du matériel ou du personnel. Les particuliers sont moins frileux pour contracter une hypothèque sur une nouvelle maison ou acheter une nouvelle voiture. L'objectif principal de toute banque centrale est de fournir des conditions pour une croissance durable de l'économie, une monnaie stable et une inflation faible. Si les prix augmentent trop rapidement, la banque centrale peut intervenir en augmentant les taux d'intérêt. Cela encourage les gens à épargner et donc à dépenser moins pour des biens de consommation. Conséquence, les entreprises doivent réfléchir à deux fois avant d'investir dans de nouveaux équipements et les détaillants sont incités à baisser les prix pour encourager le commerce. Cela contribue à faire baisser l'inflation. Problème, les personnes qui ont emprunté pour une maison sont désavantagées, leur remboursement mensuel augmente alors. Qu'ils soient élevés ou bas, les taux d'intérêt ont un impact sur nous tous. On voici une activité parmi les plus prometteuses en termes d'investissement, la vente de riz local. Ce mets que l'on retrouve pas très souvent dans les assiettes des Ivoiriens et qui pourtant constitue une alternative de choix dans la réduction des coûts d'importation du riz. Comment les commerçants qui ont choisi de s'y lancer réussissent-ils à rentabiliser leur activité? Analyse dans notre dossier entrepreneuriat. Avec un niveau d'importation de 1 342 027 tonnes de riz blanchi pour l'année 2017, selon les statistiques relevées par l'Office national de développement de la riziculture. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des États africains, reste largement dépendant des apports extérieurs pour combler son déficit en matière de production de riz et les besoins alimentaires de sa population. En dépit d'une hausse significative des niveaux de production qui s'établissaient à près de 700 000 tonnes en 2008, l'absence de la politique de protectionniste sur le marché local étouffe les perspectives de développement de la filière qui souffre notamment de la concurrence acharnée imposée par les riz en provenance des pays d'Asie. Cependant, le riz local, comme on l'appelle ainsi, connaît un succès relatif sur le marché de vivrier de la capitale économique ivoirienne. Une partie de la population le préférant son goût original et naturel aux produits rizicoles importés de l'extérieur qui représentent pour beaucoup un danger de santé publique en raison des modifications chimiques apportées pour en accroître l'attractivité. C'est là-bas que je vais chercher. Il peut avoir une tonne. Cette réputation de qualité supérieure est dans le commerce du riz local, s'est fortement développé, ouvrant ainsi une brèche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour de nombreux artisans, certes, la présence de riz importé crée un environnement hautement concurrentiel, mais le riz local a encore du mal à s'imposer du fait de son coût généralement plus élevé, acheminé depuis les sphères de production en Asie. En bouche là-bas, c'est 1 kilo à 15 000. Dans un pays où le taux de pauvreté côtoie les 47% de la population et où l'insécurité alimentaire demeure un enjeu de taille pour tous les systèmes gouvernements, la tendance est à une priorisation des denrées alimentaires les moins coûteuses pour soutenir les efforts quotidiens de survie. Une situation qui ne contribue qu'à desservir les programmes de développement de la filière locale, déjà broyée par la submersion de riz importé. Bon, souvent, c'est dur. Souvent, c'est moins cher. Bon, aller là, niveau riz est sorti, c'est un peu moins cher en tout cas, aller là. Nous, on prend le kilo en brousse 350.
Nous, on vient revendre à Abidjan ici, 500. Pour les commerçants, l'impact peut être parfois difficile à maîtriser. D'autant plus que la population reste souvent mal informée des bienfaits que peut susciter la consommation de riz local sur le plan nutritionnel. Bon, souvent on prend 3 tonnes, 2 tonnes. Quand il n'y a pas riz là, on prend. Quand il n'y a pas riz, qu'on gagne 1 tonne, on prend. L'éclosion d'une filière risicole plus inclusive au bénéfice des entrepreneurs locaux dépend certainement d'un appui renforcé des pouvoirs politiques pour financer les initiatives de création de champs agricoles et soutenir les circuits de distribution, de sorte à en faire un produit de choix dans les assiettes des consommateurs. À présent, je vous laisse découvrir le taux d'échange du franc CFA dans la zone UEMOA. C'est tout pour le journal de ce soir. Restez connectés pour la suite du programme. Au revoir et à bientôt.